Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, magazine médical de Radio J. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Florian Scotté, directeur depuis 2020 du département interdisciplinaire d'organisation des parcours patients de Gustave-Roussy à Villejuif. Premier centre de lutte contre le cancer en Europe avec près de 5000 patients vus chaque année. Bonsoir docteur Scotté. Bonsoir. Nous allons avec vous faire d'abord le point sur le cancer, principale cause de mortalité en France, juste devant les maladies cardiovasculaires, mais dont les traitements subissent actuellement une véritable révolution qui nous emplit d'espoir. Puis, vous nous expliquerez en quoi consistent les soins de support qui font à présent partie intégrante du parcours de soins des malades. Je passe la parole, après l'avoir salué, au docteur Serge Rafale. Bonsoir Serge. Bonjour Nicolas. Pour votre entretien de la première partie de notre magazine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Docteur Scotté, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission. Vous êtes actuellement oncologue médical à Gustave-Roussy, à Villejuif, un des principaux spécialistes internationaux des soins de support. Après un passage à l'hôpital Foch de Suresnes, où vous avez pris la tête du service oncologie médicale et soins de support, vous avez ouvert et développé l'hôpital de jour de chimiothérapie à l'hôpital européen Georges Pompidou en 2000, où vous avez créé la première unité d'hospitalisation de soins de support oncologique. Vous avez mené de nombreux travaux de recherche sur l'accompagnement des patients atteints d'un cancer. Vous êtes à l'origine du baromètre de soins de support qui fait un état des lieux du développement de ces organisations dans les établissements de santé en France. Nous allons, comme l'a dit Nicolas, profiter de votre présence pour faire le point sur les chiffres du cancer, parler des nouveaux traitements, avant d'expliquer à nos auditeurs en quoi consistent les soins de support, terme que les non-malades du cancer entendent probablement pour la première fois. Alors voyons, docteur Scotté, d'abord les chiffres du cancer, une maladie qui, toute localisation confondue, a doublé en 30 ans. Oui, c'est une maladie importante. C'est la première cause de mortalité dans notre pays, en France, devant les maladies cardiovasculaires, qui étaient l'actualité il y a quelques dizaines d'années, avec des évolutions qui sont importantes à noter, des campagnes de dépistage et de prévention qui sont également extrêmement importantes. On va en parler dans la partie magazine. Alors, le cancer explose de plus en plus de femmes avec une augmentation de 98% chez les messieurs, de 104% chez les dames. Et on dit que son incidence est plus élevée que chez nos voisins européens, mais avec une mortalité réduite. On a 430 000 nouveaux cas par an environ de cancer en France, avec 157 000 décès sur les derniers chiffres qu'on avait en 2018. Et effectivement, on se rend compte que l'incidence commence à se stabiliser chez l'homme, bien que les chiffres restent très élevés dans le genre masculin, alors que chez la femme, on est dans une augmentation liée à différents facteurs, peut-être grâce au dépistage, peut-être également en lien avec des diagnostics plus fréquents, mieux menés, peut-être des patientes qui vont plus facilement vers la prise en charge, et puis des facteurs de risque qui, malgré tout, restent présents. Le vieillissement de la population constitue la cause majeure de ces chiffres ? Pas que, le vieillissement effectivement en fait partie, puisqu'on sait que plus on vieillit, plus on peut accumuler les années à risque de développer un cancer. Parce que l'âge médian, docteur Scotté, est quand même assez élevé, 68 ans, j'ai vu pour les dames, 70 ans chez les messieurs. Oui, c'est un petit peu variable en fonction des pathologies, mais on est effectivement sur ces chiffres médians, toutes pathologies confondues, et en fonction des gens, effectivement. Le cancer et le sexe. Alors, les cancers les plus fréquents chez l'homme, c'est la prostate, 50 000 cas, le poumon, qui est le plus meurtrier, avec 31 000 cas, le côlon et le rectum, 23 000. Tout à fait. Et chez les dames, alors le sein arrive en tête, avec 58 000 cas, le côlon et le rectum, 20 000, et le poumon, 15 000. Et vous disiez tout à l'heure l'augmentation d'un certain nombre de cancers chez les dames, vraisemblablement en rapport avec le tabagisme. Alors on a le tabagisme, on a également les facteurs de sédentarité, d'obésité, l'alcool qui reste un facteur principal, et puis des facteurs environnementaux qui également existent en lien parfois avec des facteurs génétiques suivant les pathologies. On sait que le tabagisme est un facteur de risque majeur, et que les femmes ont malheureusement cette tendance à continuer à fumer ou à démarrer le tabagisme, alors que chez les hommes, on est plutôt sur une réduction de l'incidence du tabagisme, ce qui entraîne évidemment de forts cas.
On a le virus également chez la femme qui est très important, le virus HPV, Human Papillomavirus, qui est une des premières causes de mortalité en Amérique latine dans le cancer du col utérin. En France, nous avons accès à la vaccination et on voit malgré tout une augmentation de certains cancers en lien avec ces infections virales. Le cancer existe également chez l'enfant. Absolument. C'est une pathologie qui est importante, qui est difficile à prendre en charge, avec des unités qui sont très spécialisées. On parle souvent de la bulle dans la prise en charge du patient atteint de cancer pédiatrique, une bulle entre le patient ou la patiente, les soignants et puis la famille, qui sont difficiles à prendre en charge puisque c'est une maladie qui est relativement rare, mais qui nécessite un engagement complet puisqu'on est au début de la vie et non pas dans l'évolution de celle-ci. On dit qu'actuellement, un enfant sur 440 va développer un cancer avant l'âge de 15 ans. Et la moitié des cas surviennent dans la petite enfance avant l'âge de 5 ans. Oui, ce qui implique un travail sur le caractère social, hein. C'est-à-dire que chez l'enfant, le démarrage de la vie, avec toutes les difficultés qui vont être entraînées par la suite, et puis pour les familles. Et à l'âge de 15 ans, c'est la pleine découverte de la société, c'est la découverte de la sexualité, c'est la découverte de la socialisabilité avec l'école notamment. Donc évidemment, on a beaucoup d'adaptations à réaliser de façon à pouvoir accompagner nos plus jeunes. Alors les cancers sont différents bien évidemment de ceux de l'adulte. Alors on trouve en tête les leucémies, ça représente je crois 29%. Les tumeurs du système nerveux central, les lymphomes, les neuroblastomes. Ce pas des cancers dont on a parlé tout à l'heure chez les adultes. Non, ce sont des pathologies qui sont particulières, avec une prise en charge particulière. On a évidemment la place de la chirurgie qui est présente, mais également la radiothérapie qui est importante, notamment dans le contexte des pathologies neurologiques. Et puis la chimiothérapie et les thérapies ciblées qui restent évidemment, notamment en hématologie, au premier plan des traitements, avec toutes les conséquences, les séquelles qui peuvent être engagées par la suite. Chez les enfants, c'est plus souvent des cancers embryonnaires que des cancers environnementaux. Oui, on est beaucoup plus sur l'embryon, on est beaucoup plus sur des développements pendant cette phase effectivement de gestation, et puis plutôt qu'effectivement être au contact de ces différents carcinogènes, bien que on sait que l'exposition de la mère pendant la grossesse à certains carcinogènes peuvent amener le développement de ces tumeurs pédiatriques. Alors, on va passer aux facteurs de risque du cancer. On a évoqué l'environnement, il y a le comportement, il y a des raisons socio-économiques qui vont influencer la qualité de la prise en charge et donc les traitements. Tout à fait. Les problématiques socio-économiques font que quelqu'un défavorisé a une alimentation qui peut souvent faire défaut ou mal mener. Le tabagisme, l'alcool malheureusement, ou d'autres addictions peuvent avoir évidemment un impact. On dit que 40% des cancers seraient évitables par une modification des facteurs de risque. Ce sont effectivement les chiffres qui sortent de nos études. Après, modifier, est-ce que ça veut dire avoir une vie totalement aseptisée? Ça peut être difficile au quotidien. Mais effectivement, si on réduit les facteurs carcinogènes principaux, tels que l'alcool, tels que le tabac, je dis bien réduire, bien à ce moment-là, on peut imaginer effectivement de réduire drastiquement les chiffres de cancer dans notre pays. Il y a d'autres facteurs, l'alimentation qui est souvent incriminée avec la viande rouge, avec la charcuterie, avec les nitrites, avec les aliments ultra transformés, pas suffisamment de fruits et légumes, ça ce sont des facteurs importants. Oui, c'est le message habituel des 5 fruits et légumes quotidiens qui doivent être pris. Maintenant, on est sur des mesures qui sont générales pour le cancer, mais également pour les mesures cardiovasculaires, de prévention cardiovasculaire, ou les préventions d'une hygiène de vie qui soit bien menée. Après, il y en a d'autres facteurs tels que la sédentarité, l'activité physique qui doit être menée. Il faut impérativement qu'on puisse lutter contre tout cet ensemble. Donc, effectivement, les facteurs carcinogènes qui amènent le développement du cancer, tout ce qui est traumatisme en fait du corps, et puis le fait d'avoir une hygiène de vie générale, pas uniquement avec l'alimentation ou les addictions, mais également avec cette activité physique, le fait d'être dans un environnement le plus stable possible, le plus agréable possible pour développer sa vie dans de bonnes conditions. Quand on se sent bien, on développe moins de problèmes. Les facteurs de prévention du cancer, pour vous, seraient arrêter de fumer, limiter le tabagisme, limiter l'alcool, limiter la malbouffe, améliorer l'alimentation de qualité et bouger.
Des progrès ont été réalisés récemment dans la compréhension et dans le traitement du cancer. On est effectivement dans une vraie phase de bouleversement de la prise en charge des patients atteints de maladies cancéreuses et de la compréhension des mécanismes de carcinogénèse, ce qui nous amène à pouvoir développer aujourd'hui de nouveaux traitements pour accompagner nos patients. J'ai vu qu'on travaillait actuellement sur les premières mutations, les premiers événements qui se produisent au cours du développement. Donc on est vraiment à l'échelon de la cellule. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule normale devient à un moment donné cancéreuse? Parce qu'elle a été traumatisée. Alors au niveau de la cellule, mais on est même au niveau génétique, au niveau de la molécule aujourd'hui pour essayer de comprendre. Sur les 2 brins de l'ADN, c'est ça? Absolument, oui. Pour essayer de comprendre à quel moment va se faire le bouleversement, le traumatisme qui fait que la cellule, qui normalement a un développement qui est normal, va devenir incontrôlable, soit en freinage, soit en accélération, avec une cellule qui prend des dispositions pour devenir agressive, sans du tout de contrôle, et aller vers la mort de l'individu. Les progrès réalisés dans les traitements tiennent à l'immunothérapie. Alors aujourd'hui, on est beaucoup effectivement sur l'immunothérapie. Bon, la chimiothérapie, il ne faut pas l'oublier, est un pan extrêmement important et qui reste d'actualité. On a ensuite vu les thérapies ciblées qui restent également d'actualité dans le courant des années 2000. On est depuis 10-15 ans sur l'immunothérapie avec tout un développement qui va aujourd'hui vers ce qu'on appelle les CAR T-cells même, où on va travailler en fait sur le corps qui va s'auto-défendre contre la maladie cancéreuse, puisque la maladie cancéreuse, la cellule cancéreuse, est une cellule que nous développons nous-mêmes dans notre organisme. Parce qu'on a vu publier des études qui montraient l'intérêt de certains vaccins. Alors, je ne sais pas si on doit mettre vaccin entre guillemets, sur des formes avancées de cancer du poumon, sur des mélanomes métastasés. Alors, il ne faut pas mettre le terme vaccin entre parenthèses. C'est effectivement un principe qui permet au corps d'améliorer son immunité contre cette agression. Effectivement, à Gustave Roussy, nous avons mené une étude récemment dans le cas des patients atteints de cancer du poumon métastatique et qui montre qu'après une phase d'immunothérapie, eh bien, on peut limiter le risque de récidive avec cette vaccination qui va continuer à renforcer l'immunité de nos patients. Des progrès ont été réalisés sur la compréhension de l'ARN messager parce que le public, au moment des vaccins, a eu l'impression de découvrir l'ARN messager que vous, en cancérologie, vous utilisiez depuis des années, mais avec difficulté. On le développait avec difficulté, mais effectivement, le vaccin ARN messager est connu depuis 2010, notamment dans le cancer de la prostate. Donc, ce sont des développements qui ne sont absolument pas récents. Mais le Covid nous a permis, c'est un grand pas réalisé grâce à ce vilain virus, nous a permis vraiment de bouleverser la rapidité, la temporalité du développement de ces traitements. Donc on est dans une phase d'explosion de ces thérapeutiques. Alors on va en venir aux soins de support, puisque vous êtes un des grands spécialistes français et internationaux, je pense, des soins de support, un des principaux protagonistes, et vous dirigez donc le département interdisciplinaire des parcours patients de Gustave Roussy. Alors pour nos auditeurs, j'aimerais que vous explicitiez ce terme que beaucoup ne connaissent pas. Alors, beaucoup ne connaissent pas, mais on espère de plus en plus. Les soins de support font partie... L'étymologie de soins de support, c'est anglais, je crois. Oui, il y a du care dedans, j'imagine. C'est supportive care in cancer. Donc, effectivement, on ne voulait pas avoir le terme d'accompagnement, on ne voulait pas avoir le terme complémentaire qui peut avoir une connotation non comprise et erronée. Donc, on est parti sur une traduction un peu simpliste, peut-être, du terme supportive care. Donc, traitement de support, il ne faut pas l'entendre comme étant une étagère, mais il faut l'entendre comme étant une véritable organisation des soins et des soutiens pour accompagner les patients et leurs proches dans le cadre de cette maladie. Ça fait partie intégrante du traitement de la maladie cancéreuse. Depuis quand, docteur Scottet? Pardon? Depuis quand? Alors, on parle de soins de support dans le monde depuis 1990. C'est Jean Klaskierski en Belgique qui a donné la première définition des soins de support. En France, on en parle depuis la fin des années 90 et surtout début 2000 avec le premier plan cancer. Et Ivan Krakowski, qui a été le premier président de l'AFSOS, qui vient de passer la main d'ailleurs à Didier Mayer de Dijon. Ivan Krakowski a permis de développer des textes donnant des définitions précises des soins de support. L'ensemble des soins et soutiens, entendons traitement et organisation, nécessaires aux personnes malades, tout au long de la maladie, donc j'entends bien tout au long, c'est-à-dire dès le diagnostic, que la pathologie soit avancée ou qu'elle soit localisée, et le terme très important, conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Le terme conjoint est vraiment ça, c'est l'association
d'un parcours thérapeutique contre le cancer avec un parcours d'accompagnement du patient de façon à limiter la toxicité des traitements et du cancer pour améliorer son efficacité. Il y a autre chose, puisque vous dites que la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la seule maladie. Absolument. Le premier traitement de support est le traitement du cancer, puisqu'on sait que souvent les traitements permettant une régression, une diminution de la taille de la maladie vont agir par exemple sur la douleur, par exemple sur la fatigue. Mais il faut également mettre en place tout ce qu'on peut en termes de traitement de support pour éviter les problèmes de nausées, de vomissements, pour éviter les problèmes de douleur, de difficultés alimentaires. Mettre également des organisations, des accompagnements. C'est l'activité physique adaptée, c'est l'accompagnement psychologique, c'est l'accompagnement qui se fait au quotidien sur le plan social, par exemple, avec le retour au travail. À Gustave Roussy, nous sommes en plein travail pour amener les entreprises à une meilleure compréhension de ce qu'est une personne atteinte de maladie cancéreuse pour favoriser le maintien et le retour à l'emploi. C'est optimiser la qualité de vie des patients, en fait. Absolument, on est vraiment dans une démarche dans ce que je vous rappelais, les deux parcours thérapeutique et parcours accompagnement, qui doivent être conjoints dans un objectif d'amélioration de la quantité et de la qualité de vie. Alors, on explique que ces soins de support concernent également les difficultés sociales, la souffrance psychique des patients, les perturbations de l'image corporelle, on en parlera tout à l'heure avec le docteur Mitz, et l'accompagnement de fin de vie. Donc ça va vraiment jusqu'aux soins palliatifs? Absolument, ça va jusqu'à l'accompagnement palliatif qui fait partie intégrante des soins de support, donc l'accompagnement des personnes malades lorsque le pronostic est péjoratif, mais ça va également dans la phase post-thérapeutique, quand les patients sont guéris. On peut dire aujourd'hui qu'on guérit certains cancers, donc des patients de cette maladie cancéreuse, mais avec le risque de séquelles. Donc dès le début, dès le diagnostic, encore une fois que la maladie soit localisée avec un objectif de guérison ou qu'elle soit avancée avec un objectif peut-être plus de qualité de vie et de maintien de la vie, on doit être dans une prévention, dans une vigilance sur la qualité de vie de nos patients, de façon à ce que après ces traitements, il y ait le moins de séquelles possible, le moins d'inconvénients possible et qu'ils puissent avoir une vraie vie, un vrai retour à la vie. Vous pouvez nous détailler les domaines d'intervention des soins de support? Donc vous l'avez expliqué dans l'ensemble, mais ça prend en charge la douleur, ça prend en charge la fatigue, ça prend en charge la souffrance psychique? Oui, encore une fois, ça prend en charge tous les effets indésirables du cancer et de ses traitements. Donc on est sur la gestion de la toxicité des traitements. Donc j'entends nausées, vomissements, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le lien sur l'anémie, sur la chute des globules blancs, sur les problèmes de neuropathie, les toxicités neurologiques qu'on peut voir avec les traitements, ou les toxicités cutanées qu'on voit avec certains médicaments. Mais ça va également effectivement avec la prise en charge premier symptôme, la fatigue. Qui est très complexe, la douleur, les accompagnements effectivement psychologiques, sociaux, nutritionnels qui sont nécessaires pour accompagner nos patients. On a parlé de l'image corporelle, mais il faut vraiment penser également à l'accompagnement des proches, qui est une thématique très importante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'occupe du patient, mais on doit également s'occuper de l'entourage du patient qui souvent est aux premières lignes pour l'accompagner. C'est important, les soins esthétiques, dans les soins de support, il y a beaucoup d'esthétique, à l'intervention de soins auxquels les dames en particulier sont très très attentives. Les dames et les hommes, on parle insuffisamment des hommes qui ont des problématiques esthétiques avec les traitements ou avec la maladie cancéreuse. C'est extrêmement important sur différents points. La qualité de vie. Avoir une peau sèche avec des boutons, ça fait mal. Avoir des petites fissures au niveau des doigts, ça fait mal. Ça empêche d'écrire, de prendre sa fourchette. Mais également dans son rôle social. C'est-à-dire que quand la chute des cheveux, par exemple, je crois que c'est quelque chose d'important. Absolument. Dans l'image corporelle dans notre société qui est très basée sur l'esthétique est extrêmement importante. Donc les problématiques sur les ongles, la perte des ongles, la perte des cheveux, effectivement, même s'ils repoussent dans la plupart des cas, est extrêmement importante à prendre en charge. C'est le visage social de la personne, et l'objectif est vraiment d'avoir une personne humaine et non pas une maladie qui soit visible. La prise en charge de problèmes diététiques, là aussi, c'est important. On a parlé tout à l'heure de prévention. Et dans le cancer, il peut y avoir une dénutrition qu'il faut absolument prévenir. Alors on a les deux facteurs, on a la dénutrition et l'obésité. L'obésité souvent est liée au traitement, par exemple l'hormonothérapie, donc on doit la combattre de façon à éviter les risques de second cancer et puis un inconfort dans la qualité de vie. Mais effectivement, la dénutrition, on sait que 40-45% de nos patients sont dénutris lors d'une maladie cancéreuse. Et on sait qu'une dénutrition entraîne une toxicité plus importante des traitements anticancéreux et en plus grève le pronostic de la pathologie. Donc
essayer de dépister ces problèmes de dénutrition et les prendre en charge très précocement. Même prendre en charge les facteurs de risque de nutrition sont aujourd'hui une des priorités que nous avons. Par qui sont assurés ces soins de support? Vous dirigez une grosse équipe? Une énorme équipe. On a 350 personnes au sein du département. C'est accompagné, en fait, les soins de support sont une coordination. C'est multidisciplinaire, c'est une approche multidisciplinaire, pluriprofessionnelle, avec une coordination, en fait, de ces différents intervenants. Chacun a sa compétence, son expertise, et doit la partager avec les autres de façon à ce qu'on ait non pas une vision parcellaire, morcelée du patient et de ses proches, mais une vision globale avec une approche globale. Donc on coordonne les expertises des uns et des autres, psychologues, diététiciens, nutritionnistes, algologues, contre la douleur par exemple. L'orientation vers les soins de support est systématique là maintenant? Elle devrait être systématique. Et les textes récents qui sont sortis en avril 2022 imposent dans les démarches d'accréditation d'un établissement en cancérologie, c'est-à-dire le droit de prendre en charge les patients atteints de cancer, d'avoir structuré, d'avoir organisé un accès aux soins de support. Donc on peut imaginer qu'il y ait des audits dans les années à venir et qui expliquent à certains centres que, n'ayant pas mis en place une évaluation, un dépistage des besoins des patients, eh bien, ils puissent être recalés et ne plus pouvoir continuer à traiter les patients. De plus en plus de patients en cancérologie sont traités en ambulatoire. Ils intègrent quand même, ça fait partie des soins de... Bien sûr, les soins de support, c'est l'organisation des soins. Donc on a les soins, les soutiens. L'organisation, c'est le lien avec la ville qui est majeur. Les patients passent 2% de leur temps, ce sont les chiffres qu'on peut avoir à l'hôpital. Ils passent évidemment la majorité de leur temps en ville, chez eux. Et nous devons être en lien avec les médecins généralistes, les pharmaciens, et tous les acteurs libéraux, avec les réseaux qui nous aident à coordonner, organiser également les soins à domicile. On parle des référentiels, vous pouvez nous dire un mot là, sur cet outil pratique? Alors on a les recommandations internationales qui sont basées quasi exclusivement sur la littérature et nous avons les référentiels développés par l'Association francophone pour les soins oncologiques de support, notamment dans les soins de support, avec à peu près 70 référentiels qui sont mis à jour régulièrement. Nous venons d'ailleurs de les mettre à jour dans le cadre du congrès qui vient de se terminer, qui permettent de proposer des lignes de bonne conduite en fonction de certains symptômes ou en fonction de certaines thérapeutiques de support, donc d'accompagnement à proposer aux patients. Alors j'ai vu que pour cette année, je crois en 2023, donc on parlait des nausées, des vomissements, de l'activité physique, du cancer du travail, la prise en charge des ados et des jeunes adultes, et puis vous intéressez au numérique et puis bientôt à l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle et avant tout accès à l'outil digital de façon à pouvoir suivre les patients, non pas les surveiller mais les suivre en cours de traitement de façon à intervenir le plus précocement possible, encore une fois, sur le risque de toxicité, mais également des soins de support digitaux qui commencent à être développés avec des accompagnements que le patient peut réaliser à son domicile, accompagné ou pas d'un éducateur ou d'un accompagnateur, mais également avec des simples exercices à faire sur tablette. Le remboursement par la sécurité sociale? Alors le remboursement, c'est une véritable question. On a le panier, ce qu'on appelle le socle soins de support, avec la kinésité, enfin l'action contre la douleur, l'action sociale, l'action psychologique, l'action nutritionnelle. Ça, c'est pris en charge puisque c'est intégré dans les hôpitaux. Après, on a tout ce qui est activité physique adaptée, l'accès à la fertilité, où là, on a dans les hôpitaux certains développements. Les réseaux également permettent ce développement-là. Mais on est dans une phase de recherche de remboursement de certains soins. L'activité physique adaptée également, mais par exemple les soins esthétiques ou tous les cosmétiques aujourd'hui restent à charge pour le patient, ce qui peut poser dans certains cas des difficultés. Ce qu'il y a de réconfortant dans le cancer, c'est que même un imbécile peut attraper une tumeur maligne, nous dit Philippe Geluck. Et ce qu'il y a de plus réconfortant encore, c'est qu'on peut maintenant être aidé par les progrès de la médecine et des soins de support. Docteur Scotté, je vous remercie. Merci beaucoup. On se retrouve en deuxième partie de Réfois dans quelques courts instants. À tout de suite. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et bienvenue pour cette deuxième partie de Réfoy. Nous sommes toujours en conversation avec le docteur Florian Scotté. Ravi de vous accueillir pour cette deuxième partie. Vous êtes à Gustave-Roussy, à Villejuif. J'avais fait une petite erreur en introduction de cette première partie. Je disais 5000 patients vus chaque année. 50 000 patients vus chaque année à Gustave-Roussy, du côté de Villejuif. On a compris effectivement dans cette première partie voilà, que les choses se mettaient doucement en place. On a dit que le Covid avait retardé certains diagnostics et des traitements. Le regretté Axel Kahn, qui était à ce micro il y a, à plusieurs reprises, il y a 2 ans, pour la dernière fois malheureusement, expliquait à ce micro que les malades du cancer pourraient être des victimes collatérales. Est-ce que c'est confirmé par les faits et aussi par les chiffres? Oui, ça se confirme. On sait qu'on a pris du retard dans les diagnostics de maladies cancéreuses, et quand on prend du retard sur cette maladie, on prend du retard sur la prise en charge. Donc effectivement, alors on commence à avoir des chiffres. On avait déjà eu des chiffres à la fin de la pandémie, mais il faut attendre encore plusieurs années certainement pour voir l'impact réel. Un mois de retard, hein, vous dites, ça peut accroître le risque de 10%. Selon le cancer, un mois de retard. Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés avec le dépistage? Je cite juste un chiffre, c'est un sondage OpinionWay, plus d'1 million de femmes de la tranche d'âge à partir de 50-74 admettent n'avoir jamais participer au dépistage du cancer du sein. Une personne sur 7 que le dépistage ne sert à rien. Le tiers avance l'absence de tout symptôme. Alors je crois que les Américains ont demandé à rabaisser peut-être la date, l'âge de la première visite pour un dépistage, le ramener de 50 ans à 45 ans selon les cancers. Pourquoi est-ce qu'on a du mal avec le dépistage? On a du mal parce que quand on est une personne, on a du mal à s'imaginer malade, un patient. Et c'est toute la difficulté du même coup de se mettre dans une démarche pour sa santé, ou quand on se sent en pleine forme, pourquoi aller faire des examens? Pourquoi devenir malade alors qu'on se sent bien? Donc il est extrêmement important de continuer à avoir ces messages et effectivement d'essayer d'aller vers la prise en charge de dépistage de façon très précoce. Donc les Américains réduisent l'âge. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on développe à Gustave-Roussy, c'est le programme Interception qui permet pour les personnes à haut risque de développer un cancer d'être aiguillées, alors soit personnellement, volontairement, soit par le biais des entreprises ou des médecins généralistes, vers une structure qui permet, en fonction de ces risques, de faire de l'information, expliquer ce qu'est le cancer, quel est le risque de cancer et quels sont les éléments à adapter en termes d'habitude de vie, de façon à l'éviter simplement. Et puis, en cas de risque très important, et là on développe un programme de dépistage avec des scanners, avec différents prélèvements et examens complémentaires qui permettent du même coup de pouvoir découvrir parfois une maladie au stade très précoce et donc une meilleure prise en charge qui sera plus rapidement, plus efficace avec moins d'impact. Vous dites qu'on a du mal à s'imaginer malade et ça vient... C'est peut-être même pluri-originel, plurifactoriel. Une femme sur 5 a peur d'avoir mal pendant l'examen, donc elle se met volontairement en situation d'évitement. Et une femme sur 10 est très pudique et aurait peur de se de se déshabiller devant un praticien. Oui, c'est notre rôle en tant que professionnel d'essayer justement d'expliquer cette démarche. Après, c'est la peur de la maladie égale mort, c'est la peur de la mort, hein, donc c'est toujours difficile d'aller vers... Et la peur, docteur Scotté, des surdiagnostics et des surtraitements. Oui, on peut avoir... Ça a été vrai pour le sein, ça a été vrai un moment pour la prostate. Oui, alors on a quand même aujourd'hui des prises en charge qui sont très concertées. Dans le cas des réunions de concertation pluridisciplinaires, on mêle des cliniciens avec des radiologues, avec des biologistes. Elles sont systématiques, là, Elles sont obligatoires depuis le plan cancer de 2005. Et puis, on a aussi des techniques de dépistage qui sont de plus en plus fines, avec effectivement une diminution des faux positifs, des faux négatifs. Alors parlons des primo-cancers. Premier cancer chez la femme, c'est le sein. Chez l'homme, c'est la prostate. Il faudrait aussi avancer l'heure, le rendez-vous, l'âge du premier rendez-vous pour évaluer ce dosage du PSA. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
Le PSA est un marqueur du cancer de la prostate où effectivement lorsqu'il monte, il correspond à un développement anormal des cellules de la prostate. Donc ça peut être un adénome qui est une tumeur bénigne et puis ça peut évoluer effectivement en pathologie cancéreuse. Donc quand on fait ce dosage, on a un certain rapport qui montre qu'en fonction de ce taux, eh bien on a intérêt à faire des examens et être pris en charge. Après l'âge est une chose effectivement où on peut anticiper, mais c'est encore une fois un travail de santé publique, du grand public, d'expliquer que quand on prend une maladie le plus tôt possible ou avant qu'elle n'apparaisse, eh bien on peut bouleverser son cheminement, éviter qu'elle ne survienne et qu'elle ait tous ses impacts. Vous pouvez nous dire un mot sur l'histoire d'Angelina Jolie, par exemple, qui a eu des traitements qui étaient des traitements préventifs après un cancer du sein? Alors, parler d'une personne en particulier, c'est toujours difficile. Angelina Jolie, alors que je ne connais pas personnellement, mais bien entendu. Mais Angelina Jolie avait une mutation BRCA, qui est un facteur génétique de prédisposition d'une maladie cancéreuse, avec effectivement un travail qui a été fait en termes de mastectomie, et je crois qu'on en parlera juste après, mastectomie bilatérale, de façon à éviter le développement de cette maladie au niveau du sein. Donc ce sont des démarches qu'on peut proposer en fonction de... On le fait ça en France, une mammectomie préventive sur l'autre sein. Ça peut effectivement se faire, mais encore une fois, on ne décide pas comme ça, tiens, il y a dans la famille tel cas, eh bien je vais t'enlever les deux seins. Ça se fait au terme d'une consultation d'oncogénétique, avec une réflexion, là encore une fois, concertée à plusieurs avec le patient, éventuellement avec la famille, et quand le risque est vraiment très élevé. Après, on a également la surveillance étroite qui peut être réalisée. Est-ce qu'il n'y a pas une habitude du public avec, je sais que les campagnes des pouvoirs publics qui ont tendance parfois à adoucir un peu les messages sur la prévalence des cancers. Alors on a entendu récemment, on name drop un petit peu, on a vu Florent Pagny apparaître dans les médias, parler de son cancer du poumon. Est-ce qu'il n'y a pas une habitude un peu du public qui consiste à se dire je ne serai jamais malade, vous l'avez dit tout à l'heure, et en plus finalement aujourd'hui avec les cancers, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé des traitements, donc que si ça m'arrive, que si j'en ai un, tiens, il a plutôt l'air d'avoir une bonne tête, Florent Pagny, et on lui souhaite absolument rien, évidemment. La cancérologie victime de son succès, de son efficacité peut-être. Oui, j'ai envie de dire tant mieux. Merci à Florent Pagny, merci à Bernard Tapie, merci à tous ces VIP de parler de leur maladie, parce qu'on n'a plus aujourd'hui le tabou de parler de cette maladie cancéreuse. N'ayant plus ce tabou, ça veut dire que peut-être, pour revenir à votre question initiale, on va aller vers un dépistage plus facile, plus précoce des personnes. On ne va plus avoir peur, parce que, oui, effectivement, un tel ou un tel a eu un cancer, il vit malgré ce cancer, et peut-être que je peux éviter de l'avoir. Parce qu'on note des progrès, vraiment, sur le cancer du poumon, par exemple, on note de réels progrès. Alors, on a un bouleversement ce qu'on appelle le pronostic, les termes peuvent être mal interprétés, un peu violents. On a un bouleversement de ces chiffres, effectivement. Si on regarde le mélanome malin, métastatique, il y a quelques années, on avait un pronostic de survie entre 1 à 3 mois, on est aujourd'hui à plusieurs années de survie des patients grâce à l'immunothérapie. Il en va de même avec le cancer du poumon. Aujourd'hui, même si le pronostic reste difficile pour beaucoup de patients, on a des patients qu'on accompagne avec un traitement pendant plusieurs années, ce qui veut dire reprise d'une activité sociale, reprise d'une activité professionnelle et une qualité de vie qui doit être la meilleure possible. Donc, on fait encore le lien avec les soins de support. Et qui consiste à donner le conseil de mettre de la crème quand il y a du soleil également, pour prévenir le mélanome. Voilà. On continuera la discussion dans quelques instants. On va parler avec le docteur Vladimir Mitz qui nous a rejoint en studio, de l'incidence cancer et chirurgie esthétique. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour docteur Vladimir Bonjour Mitz. chers amis, bonjour. Reconstruction du sein après un cancer. Voilà, le docteur Serge Rafal lançait la question sur Angelina Jolie. Est-ce dangereux de se faire reconstruire le sein après un cancer? J'ai 2 messages très importants. Le premier, c'est prouvé maintenant, ce n'est pas du tout dangereux de se faire reconstruire son sein quand il a été enlevé pour un cancer. Il y a un chirurgien français d'origine juive d'ailleurs qui s'appelle Léon Perel, qui en 1957 avait proposé aux chirurgiens une des premières reconstructions du sein après qu'un cancer du sein a été enlevé, et il reconstruisait même l'aréole avec un petit bout des petites lèvres. Et il a failli aller en prison, parce que tous les collègues de l'époque ont dit « mais tu es un assassin,
comment oses-tu toucher à une poitrine qui a subi l'ablation d'un cancer? Et bien finalement, maintenant on sait, sur des statistiques énormes, que reconstruire un sein, qu'il s'agisse de prothèses ou de lambeaux, ne vous met pas en situation que le cancer se relance, ni localement, ni d'une façon générale. Et peut-être même que le fait de se faire reconstruire est un tel apport psychologique positif que peut-être on a des chiffres qui montrent qu'il y a moins de récidives après. Alors, quelles sont les techniques principales de reconstruction? Les techniques ont beaucoup évolué, grâce aussi aux cancérologues qui savent maîtriser la diffusion du cancer. Et donc, alors qu'avant, on enlevait toute la paroi thoracique et même un muscle, et donc la reconstruction était difficile, pouvant même aller jusqu'à l'utilisation de lambeaux, c'est-à-dire qu'il fallait prendre des morceaux de chair sur la patiente, au niveau du ventre, au niveau du dos, parfois par microchirurgie, pour les remettre et refaire un sein. Actuellement, les techniques se sont simplifiées. En gros, on a deux grandes méthodes. Il y a une méthode qui consiste à mettre en place des implants. Ce sont des implants en silicone que l'on peut même mettre d'ailleurs le jour où on enlève le sein. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis et en France une tendance à faire ce qu'on appelle des reconstructions immédiates. Dans le même temps. Hein. Dans le même temps, on traite le cancer et puis en même temps, on dit à la patiente, vous avez un sein et vous vous réveillerez avec un sein. Psychologiquement, c'est pas aussi formidable que ça parce qu'une prothèse ne donne pas cet aspect absolument naturel d'un sein. Il y a quand même des petites différences et certaines patientes sont amères en disant on m'avait dit que j'aurais un cancer, que j'aurais un sein, un nouveau sein, mais finalement c'est pas si terrible que ça. Et donc peut-être en France en tout cas, ça semble intéressant que le traitement du cancer ayant eu lieu, il faut un certain temps, je dirais, de digestion ou d'adaptation à cette situation avant de faire la reconstruction. C'est un peu malheureux parce que finalement, il y a seulement une femme sur 5 en France qui se fait reconstruire son sein, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui veut dire que la majorité des patientes qui ont eu un cancer du sein disent bon, je vais continuer comme ça, je vais rester comme ça. Quels sont les freins? Alors, il y a une autre technique qui maintenant se développe énormément, qui était connue un peu depuis les années 1990, c'est ce qu'on appelle le lipofilling. C'est-à-dire, cela consiste, au lieu de mettre en place une prothèse pour redonner un volume du sein, ça consiste à prélever la graisse de la patiente aux endroits où elle en a en trop, encore faut-il qu'il y en ait, pour pouvoir remeubler le sein et éventuellement reconstruire l'étoffe cutanée. Et la reconstruction du mamelon se fait pas dans l'immédiat, elle se fait secondairement, soit par un tatouage, soit moi je préfère une chirurgie réparatrice. On arrive à faire des mamelons qui ressemblent totalement à un mamelon et une aréole normale du fait des progrès de notre technique. Et la consistance du sein par des cellules graisseuses? Elle est formidable. C'est-à-dire que cela, comme déjà le sein normal comporte entre 30 et 50% de tissu graisseux, c'est vraiment une consistance qui est très agréable pour les patientes et en plus, elles ne sont pas, je dirais, condamnées à penser qu'un jour, il faudra qu'elles changent leur prothèse ou qu'il va y avoir une coque, donc les complications des prothèses mammaires. Mais c'est pas possible dans tous les cas parce qu'il faut des réserves. Et quand on fait une reconstruction par lipofilling, on peut pas souffler la graisse comme on soufflerait de la crème chantilly sur une glace. Il faut creuser des petits tunnels, et puis il faut prendre cette graisse, l'isoler un peu, faire des spaghettis de graisse qu'on va inclure dans les tunnels pour refaire le volume, ce qui fait qu'on ne peut augmenter la poitrine que d'un demi-bonnet par séance opératoire. Donc il faut 2 ou 3 séances opératoires pour avoir un sein de bonnet C. Je pense que les patientes qui nous écoutent peuvent comprendre qu'un bonnet C, c'est pas si facile que ça à reconstruire quand on n'a plus rien. Alors, que se passe-t-il si je suis une femme, j'ai un cancer du sein, voilà, dans l'optique peut-être de me faire reconstruire le sein, s'il est avéré que héréditairement, génétiquement, dans ma famille, il y a eu des cancers du sein, qu'est-ce que je dois prendre comme disposition? Alors, voilà, je réponds aussi à la question du docteur Rafal, parce qu'il y a un pourcentage de patients qui n'est pas très important, mais qui approche les 3 ou 4% selon les statistiques. Ce sont des patients qui ont des gènes de potentiel cancer au niveau des seins. Il y en a plusieurs maintenant, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui ont été répertoriés. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'étais déjà chirurgien à l'hôpital Boucicaut à l'époque, il y avait un chirurgien qui s'appelait Régnier, qui était un chirurgien généraliste, et qui était tellement sensibilisé par cela, il y a 20 ans, qu'il proposait aux patients de faire ce qu'on appelle une mammectomie sous-cutanée. C'est-à-dire qu'il leur proposait d'enlever la glande mammaire, de laisser la peau et le mamelon, de façon à ce qu'elle soit
pas garanties, mais qu'elles aient beaucoup moins de chances de développer un cancer du sein. Et les reconstructions à l'époque n'étaient pas terribles, ce qui fait qu'on était arrivé à l'idée et au slogan que tant qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas de cancer prouvé par des mammographies ou par des biopsies, il fallait peut-être faire très attention de ne pas proposer ce qui est une mutilation à une femme, même si on peut actuellement mettre des prothèses immédiatement qui n'ont pas 100% de ressemblance avec un vrai sein. Toutefois, on constate actuellement, comme le disait votre principal orateur, que c'est très important que la décision soit prise non pas par un chirurgien, pas seulement par le désir de la patiente, mais par une confrontation d'oncogénétique, de façon à ce que dans chaque cas, on puisse déterminer est-ce que c'est vraiment valable, est-ce que c'est intéressant physiquement, psychologiquement et humainement de proposer à une femme de lui enlever les 2 glandes mammaires en laissant la peau et en mettant en place des prothèses mammaires pour refaire le volume. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça commence à se faire d'une façon assez importante en France, c'est le cas d'Angelina Jolie. On ne sait pas si Angelina Jolie est très satisfaite de sa reconstruction mammaire par prothèse, parce qu'elle a des prothèses. Mais dans l'expérience que nous en avons, nous, en France, il n'y a pas vraiment de femmes absolument enthousiastes, parce que la prothèse mammaire ne donne pas la consistance et le résultat d'une vraie poitrine. Alors, si on peut faire des lipofillings, c'est différent. Mais l'intérêt du lipofilling, c'est que c'est pour vous, c'est écologique comme opération. Mais le résultat comporte, pour être parfait, plusieurs tentative chirurgicale. Il faut y recommencer 2 ou 3 fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui ne peut se prendre que par une consultation entre les spécialistes et une décision. Et après cette décision, eh bien, le chirurgien, il y a des centres maintenant pour la chirurgie réparatrice du sein après cancer, et ces patientes sont donc envoyées avec un dossier bien établi pour subir l'opération qui sera la meilleure dans leur cas. Merci, docteur Vladimir Mitz. Vous ne nous avez pas parlé cette semaine des hommes, alors c'était une chronique spéciale cancer du sein. Vous reviendrez pour nous... Ça existe, docteur Scotté, le cancer du sein chez l'homme? Ça existe. Il y a 5% des personnes atteintes de cancer du sein qui sont des hommes. C'est à peu près 500 hommes par an qui sont touchés dans notre pays. Donc c'est important, c'est extrêmement important, puisque c'est considéré en plus comme étant un cancer de la femme. Et c'est un cancer grave. C'est un cancer grave. C'est un cancer grave. C'est un cancer grave. Mais qui ne nécessitera pas de reconstruction. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une reconstruction de la paroi. Parce que des fois, quand le cancer est un peu étendu, eh bien, en plus, quand on fait de la radiothérapie dessus, les tissus sont douloureux, pas bons, et donc on peut être amené à faire de la chirurgie reconstructrice. Docteur Scotté, un 4e plan anti-cancer ambitieux a été annoncé en 2021. Il a été mis en œuvre ou il est resté lettre morte? C'est quoi? Il y a des problèmes financiers derrière ça? Alors, on n'a pas eu de 4e plan cancer, mais on a eu la stratégie décennale annoncée par le président Macron, qui a néanmoins fixé des objectifs à court, moyen et long terme sur le développement de la prise en charge des patients atteints de cancer. Et on a beaucoup de textes qui sortent dans le journal officiel qui commencent à vraiment encadrer et donner une structure à cette lutte contre la maladie cancéreuse, qui reste une priorité de santé publique. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, c'est la première cause de mortalité devant les maladies cardiovasculaires. Et tout ce qui est mis en place aujourd'hui, la question des remboursements et le développement des nouvelles thérapeutiques, est lié justement à cet engagement sociétal contre la maladie cancéreuse. L'idée étant de réduire de 60 000 par an le nombre des cancers évitables à l'horizon 2040, dépister 1 million de personnes de plus à partir de 2025, puisque 20% des cancers du sein pourraient être évités grâce au dépistage. Tout à fait, mais c'est une mesure majeure, et justement ces problèmes de dépistage, de prévention également, doivent rester dans nos priorités. Il est plus facile de traiter, enfin d'accompagner avant, d'éviter, plutôt que de traiter une fois que la pathologie est arrivée. 20% pour les cancers du sein et 90% des cancers colorectaux qui seraient guéris s'ils étaient dépistés plus tôt. Et oui, avez-vous fait une coloscopie ? Eh bien, c'est bientôt prévu. Eh bien oui, c'est bientôt prévu. Si on a le droit de parler personnellement, c'est prévu la semaine prochaine. Parfait, figurez-vous. Voilà, mardi prochain, à l'heure à laquelle l'émission passera la semaine prochaine, ce ne sera pas sur le cancer, eh bien voilà, ce sera fait. C'est exactement le message qu'il faut donner, notamment lors d'émissions de radio, de télévision. Ce sont les médias qui sont les principaux pourvoyeurs de ces messages qu'on doit faire passer dans le grand public. Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas vu que je n'avais que 30
32 ans, mais enfin bon, c'est pas très grave. Dites-nous... Même si à 23, on peut aussi faire des problèmes. Est-ce que les femmes sont moins bien traitées que les hommes? Pardonnez un peu la phrase un peu provocatrice, la question un peu provocatrice, mais est-ce que les femmes sont moins bien traitées que les hommes? À l'échelon mondial, Nicolas. À l'échelon mondial. Alors, effectivement, la distinction est importante. Sur le plan national, non, les femmes ne sont pas moins bien prises en charge que les hommes en France. Sur le plan mondial, très probablement pour différentes raisons, des raisons vraiment économiques, sociales, également des raisons culturelles, qui font que la femme parfois est mise en arrière de l'homme. Et puis on a des pathologies qui sont très différentes en fonction de l'endroit du monde dans lequel on habite, avec des pathologies qui, en fonction du manque de moyens, du manque de techniques, simplement de diagnostic, voire de dépistage, font que le problème est là. Je pense encore une fois au problème du col utérin avec le human papillomavirus qui touche les jeunes filles en Amérique latine, par exemple. Une étude réalisée dans 8 pays asiatiques montre que près de 3/4 des femmes atteintes d'un cancer déplorent des dépenses de santé insoutenables qui les obligent à des arbitrages avec les dépenses de la maison. Absolument. C'est absolument énorme. Absolument. Ouais. C'est une véritable réflexion puisque on va parler de nos pays industrialisés, on va dire, mais le poids financier du cancer touche la personne malade, mais touche également l'entourage, puisque si l'entourage doit limiter son activité professionnelle, eh bien c'est autant de revenus qui arrivent en moins à la maison, en sachant que le malade lui-même a une diminution des revenus. Donc c'est une véritable réflexion à avoir d'un point de vue sociétal, national, mais également mondial. Je pense que l'OMS l'a en tête. Vous avez abordé dans la première partie, lors de l'entretien avec le docteur Serge Rafal, l'importance de l'alimentation, du bien manger de manière saine. Est-ce que, un petit mot sur le jeûne en cancérologie, est-ce que le jeûne, c'est bien, voilà, quand on traverse ce moment difficile de l'existence, ou même la veille d'une chimiothérapie, est-ce que c'est efficace? Par pitié, évitez ce terme de jeûne et ces conseils de jeûne qui sont catastrophiques pour les patients. On peut réfléchir avec certaines attitudes pour éviter des problèmes de nausées, de vomissements, voire pour réfléchir sur le plan métabolique, effectivement, mais ça fait l'objet de recherches qui sont toujours en cours. Éviter de jeûner, on a trop de problèmes de dénutrition qui entraînent un risque de mortalité par cancer majoré. Donc surtout pas de jeûne, ayez une alimentation qui soit la meilleure possible. La plus stable, la rénutrition. Et pour parler d'un type d'alimentation, on a entendu Laurent Schwartz, le docteur, qui parlait peut-être d'un régime cétogène. C'était l'hypothèse métabolique du cancer, loin des considérations dont on a parlé. Oui, mais on a également des recherches qui sont faites sur le sujet. Maintenant, ça reste une thématique de recherche. Donc, tous au fast-food pour mal manger. Non, encore une fois, le régime permettant une alimentation correcte de la personne avec une alimentation diversifiée en limitant au maximum les carcinogènes est importante. Le surpoids, l'obésité est un facteur défavorable et la dénutrition est un élément péjoratif. Tout à fait. Mais tout ce qui est hors des normes est défavorable pour la maladie cancéreuse. D'où l'idée d'avoir non pas une société totalement normée, mais essayer d'avoir un écart qui soit respecté. Un mot sur les édulcorants, on est presque à la fin de cette émission, puisqu'on parle d'alimentation. Les édulcorants, qu'est-ce qu'il faut éviter? Faut éviter. Éviter les édulcorants. Tout court. La 15e édition de l'AFSOS a eu lieu la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et surtout ce que cela va changer pour les patients? L'AFSOS, c'est l'association francophone pour les soins oncologiques de support, dont nous parlons depuis tout à l'heure. C'est sa 15e édition. Ça veut bien dire qu'il y a encore du travail à faire, mais qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été réalisé. On a des groupes de patients, on a des groupes d'experts multiprofessionnels, multidisciplinaires, qui chaque année se retrouvent pour partager les avancées, les évolutions thérapeutiques et d'accompagnement, également pour mettre à jour les référentiels, donc ces recommandations permettant de meilleur usage, la meilleure prise en charge possible. Et puis on développe à l'international, puisque l'année prochaine, du 27 au 29 juin 2024, se tiendra en France, à Lille, le premier congrès conjoint MASC-AFSOS, MASC étant l'association internationale de soins de support. Vous êtes appelé à de plus hautes fonctions? Et je suis appelé à prendre les fonctions de président effectivement de la MASC. C'est la première fois qu'un Français sera président de cette association. Mais c'est extrêmement important comme message. C'est-à-dire que nous devons tous, professionnels, mais également patients, associations de patients et proches, être impliqués dans cette volonté d'aider et de développer les soins de support. Le fait que ça soit en France, nous comptons vraiment
grâce à vous, notamment médias et confrères, porter ce message au niveau des pouvoirs publics pour qu'on ait un véritable travail. On parle de la stratégie décennale ou des Xème plans cancer, aller vers une qualité et une quantité de vie améliorée. Le grand Pierre Desproges, pourtant décédé de ça avant les progrès dont nous avons parlé aujourd'hui, écrivait « S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans ?» Longtemps inavouable puisqu'on mourait d'une longue et cruelle maladie, le cancer est devenu, grâce au progrès de la médecine, une maladie chronique banale. 4 millions de nos compatriotes vivent d'ailleurs avec. Docteur Florian Scottet, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. C'était un plaisir d'avoir un oncologue, hein, voilà, dans un moment qui n'est pas... rassurant. C'est rassurant, voilà. Si tant est qu'on puisse le dire. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir ici dans le studio. Merci, docteur Serge Rafal, merci, docteur Vladimir Mitz. Et merci à Benjamin Arnaud et à Ethan en régie. Merci, les copains. À très bientôt. Merci à vous. Radio J.